Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 297e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour rendre hommage à un retraité récent parmi les plus grands de l'histoire du MMA, Monsieur Demetrius Johnson, ancien champion à l'UFC et au One Championship. Avec moi cette semaine pour en parler, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise, sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube. Je sais qu'il y a plein d'épisodes qui arrivent en plus prochainement, et commentateur pour nous, notamment des One Friday Fight sur RMC Sport. Comment ça va mon Baba ? Salut Alex, salut tout le monde, ça va ? Je suis super content parce que c'est bien aussi de sortir un petit peu de l'actu et de pouvoir parler d'un combattant comme ça librement et de ce qu'on pense et de pouvoir le faire. Et on se l'était dit, il fallait le faire, on n'avait pas le temps au moment de sa retraite, mais ça mérite Monsieur Demetrius Johnson. Génial. C'est un épisode hommage à DJ. Il a pris sa retraite début septembre et certains l'ont à peine noté. L'information méritait pourtant d'en faire des caisses. Demetrius Johnson, un des meilleurs combattants de l'histoire du MMA, a déposé ses gants après 15 ans de carrière pro et quitté cette cage dans laquelle il a tellement régalé le public. Recordman des défenses de titres consécutives à l'UFC, le meilleur flyweight de l'histoire a signé une série inoubliable dans la plus grande organisation de MMA, avant d'être échangé contre Ben Askren et d'aller conquérir une ceinture au One Championship. Quelques semaines après sa retraite, le RMC Fighter Club se penche sur le cas Demetrius Johnson et rend hommage à ce DJ qui a si souvent fait valser ses adversaires. Alors Baba, je le disais, retraite pour Demetrius Johnson, c'était le 6 septembre annoncé, c'était pendant le One 168. Il était à 5-1 au One depuis l'échange avec Ben Askren, je le disais dans l'intro, c'était fin 2018, début 2019. C'était annoncé ce soir-là, il rejoint le One Hall of Fame, c'est le premier entrant au Hall of Fame du One Championship, c'est ce qu'ils annonçaient. Donc il y sera avant d'être au Hall of Fame de l'UFC, pour le clin d'œil. Ça va être un des thèmes sur lesquels, tu vois ce que je veux dire ? Ça va être un des thèmes sur lesquels on va revenir, le manque de reconnaissance aussi pour Demetrius Johnson de son ancien employeur. Yes. Je fais rapidement un petit contexte de sa carrière en quelques chiffres, Baba, et puis on entame nos discussions sur qui était Demetrius Johnson et pourquoi il faut lui rendre cet hommage. C'est quelqu'un qui vient de la lutte à la base. Il a commencé à la lutte quand il était jeune. Il faisait aussi pas mal d'athlétisme et de cross-country, ce qu'on va voir dans son cardio plus tard dans sa carrière. C'est un homme qui avait beaucoup de caisses. Enfance difficile, élevé une mère sourde, un beau-père abusif. D'ailleurs, il a rencontré son père biologique qu'en 2017. Il va se mettre au MMA avec une carrière amateur débutée en 2006, carrière pro débutée en 2009, 25 victoires, 4 défaites en carrière. Ces défaites, c'est Brad Pickett au WEC, puisqu'il est passé au WEC avant d'arriver à l'UFC, dans cette organisation qui avait les petites catégories que derrière a absorbé l'UFC. Donc Brad Pickett au WEC, Dominic Cruz, c'était son 3e combat à l'UFC pour le titre bantam, Henry Cejudo pour son dernier combat à l'UFC, donc l'homme qui a pris sa suite en champion des flyweight, mais qu'il avait déjà battu avant, et Adriano Moraes au One, qu'il a battu lui après pour le coup, donc il a vengé 2 de ses défaites. Champion flyweight au One, je le disais, et vainqueur du World Grand Prix 2019. Champion UFC en décembre 2013 après sa victoire sur Joseph Benavidez, c'était en finale du tournoi flyweight, le tournoi inaugural pour la ceinture des moins de 57 kilos. 11 défenses de suite, c'est le record à l'UFC. Tout simplement. Personne n'a jamais fait 11 défenses de suite, à part lui, jusqu'à sa défaite contre Cejudo en août 2018. 13 victoires de suite à ce moment-là, une série de 13 victoires, une des plus grandes de l'histoire de l'UFC. Record de titres cumulés, de défense de titres cumulés à l'UFC, c'est le recordman avec John Jones, avec 11 également. 3e plus gros total de victoires dans des combats UFC pour un titre avec 12. 4e plus grand nombre de combats pour un titre UFC avec 14. Le record de soumission de nombre de soumissions dans un combat pour un titre UFC avec 5, 9 bonus dans sa carrière, dont 1, ils sont que 2 à l'avoir fait dans chaque catégorie. Fight of the Night, KO of the Night, Performance of the Night, soumission. C'est qui l'autre ? Je sais pas, j'ai plus l'autre. Je sais que j'ai vu passer qu'ils étaient que 2, mais j'ai plus l'autre. C'est intéressant à retrouver. Ça va se retrouver, mais il a les 4 en tout cas. La soumission la plus tardive de l'histoire de l'UFC à la dernière seconde du round 5 contre Kyoji Horiguchi, on en reparlera. Et il a même le plus grand nombre de victoires par armbar, par clé de bras, dans les catégories masculines, puisqu'il y a Ronda Rousey de l'autre côté. Dans les catégories masculines, à égalité avec Royce Gracie, c'est une bonne compagnie pour le coup, le vainqueur de l'UFC 1 et des premiers tournois, la légende brésilienne. S'il fallait faire ce contexte pour rappeler qui il était en chiffres, Baba, c'est quoi la première chose que tu as en tête quand je te cite le nom Demetrius Johnson ? Quand on s'est dit on va faire cette émission, tu vois, qu'est-ce qui t'est venu tout de suite en tête avec DJ ? MMA, tout simplement. Voilà, si je devais choisir un représentant du MMA en termes de combattant, tu sais, si tu joues à UFC 1, je sais pas moi, et qu'on te donne des points et que tu veux créer le combattant parfait, que tu as réussi à trouver un code de triche,
et bah, tu vas fabriquer Demetrius Johnson ou Georges Saint-Pierre. C'est l'un ou l'autre en fait. Et en fait, tu vas plus probablement fabriquer Demetrius Johnson. Voilà à quel point je pense qu'il était fort. Le plus, on va pas mettre forcément un plus, mais dans les plus complets de l'histoire, clairement. Dans les plus complets, dans ce que le MMA souhaite proposer aux gens et souhaite proposer en tant que sport, c'est l'un des combattants qui a le mieux compris, qui a réussi à le mieux maximiser ses points forts et surtout à maximiser le plus possible d'aspects du MMA en fait. Et on parle pas simplement de boxe, lutte, JJB, c'est plein d'autres aspects qui vont être beaucoup plus techniques que ça, en termes de compréhension de la distance, compréhension du déplacement, analyse de l'adversaire, utilisation des faiblesses. Enfin, il y a tellement de choses qu'il était capable de faire et qu'il a montré durant son run que ça le met très très haut. J'allais faire un peu plus tard, mais rentrons direct dans la technique, dans ce qu'il faisait aussi DJ, qui vient, je le dis dans l'intro, de la lutte, pour le coup. C'est son premier amour de combat. La première chose que j'ai notée, moi, dans les qualités de combattant et qui m'intéresse, sa capacité à contrôler où le combat doit se passer et à l'emmener là où il veut l'emmener. C'est exactement ça. C'était un maître. C'est pour ça que je parle de compréhension de l'autre, compréhension de son adversaire, en préparation et en exécution pendant le combat. C'est qu'il arrivait toujours, comme tu le dis, à amener le combat là où il le voulait lui. Et tout de suite capitaliser, en fin de compte. Tout de suite capitaliser, même si c'est des combats qui vont à la décision. C'est quand je te dis qu'on capitalise tout de suite, c'est que dès le premier round, tu vas réussir vraiment à fermer les points forts de ton adversaire et ramener le combat là où toi tu veux qu'il se déroule et dérouler jusqu'à ce que tu puisses, on l'a vu plusieurs fois, terminer très tard les combats parce que les combattants sont épuisés, dégoûtés de cette fait éteindre comme ça en fait. Le mot qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, c'est ça, je vais t'éteindre, lui il a éteint un tel, c'est ce que lui faisait à ses adversaires, il les éteignait vraiment. Et il les éteignait, comme tu t'as dit au début de ta réponse, c'est un des rares à avoir cette capacité. Il a éteint des mecs dans des décisions. Tu finissais le combat, il y avait décision, mais en fait il a éteint le mec. Il l'a pas mis KO, mais il y a une telle différence, il y a une telle supériorité, il y a un tel contrôle du combat. Il l'a éteint en fait. Je le dis souvent, les coachs et les combattants le disent beaucoup aussi. Évidemment que le KO, c'est la façon la plus spectaculaire de gagner et c'est ce que les gens entendent quand on parle d'éteindre. Mais moi, ce qui m'impressionnera toujours le plus, c'est ça. C'est qu'un combattant arrive à imposer sa volonté, sa supériorité technique, tactique, dans tous les aspects du combat, que tu te rends compte que tu es en train de regarder un gars qui s'est vraiment mis au-dessus de l'autre et qui lui a montré, voilà, aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, dans tes points forts ou pas, je serai plus fort que toi. C'est un étudiant du game, je te disais, il venait de la lutte, mais il a beaucoup traîné dans beaucoup de salles, ça a entraîné au grappling avec des Gary Tonon, enfin il allait chercher vraiment beaucoup de qualité et de capacité à droite à gauche pour les faire siennes. Il vient de la lutte, mais il avait développé quand même un sacré striking aussi. La vitesse du striking, bon au clinch Muay Thai, l'utilisation des genoux, des coudes, ça y allait. Il avait développé quand même un arsenal, le DJ prime de fin de run UFC, il n'y a pas de faille presque dans le jeu, Baba. C'est le DJ du premier combat contre Henry Cerudo. C'est là où tu dis waouh, ok, d'accord. On savait déjà qu'il était très bon sur son striking, très bon sur la vitesse, sur le timing, capable de travailler sur des combinaisons, de bien se déplacer. On sait qu'il est fort en lutte, évidemment. Mais la démonstration qu'il fait au clinch contre Cerudo, comment il l'éteint, comment les genoux qui arrivent à monter, travailler très efficacement. Là, après ce combat-là, je me suis dit, ah ouais, vraiment, là, c'est quelqu'un, quoi. En plus, c'est intéressant comme combat, parce qu'il est bon en lutte, comme tu dis. Mais là, tu as face à toi un champion olympique de lutte. Donc, tu vois, ton arme, une de tes l'arme d'où tu viens, le combat d'où tu viens, ça, c'est censé un peu être annulé par le mec en face qui est tellement fort dans cette spécialité. Mais tu lui montres que tu es plus fort partout, en fait. Que tu es, comme tu dis, un combattant de MMA. Tu n'es pas un lutteur. Non, c'est fort. Et ça dit beaucoup, d'ailleurs, du parcours de Cerudo derrière, qui a raison. On peut le trouver énervant à raison, Henry Cerudo, mais qu'il ait été capable de trouver une solution derrière, même si, il y a débat sur leur deuxième combat, mais qu'il ait réussi à trouver au moins une solution pour plus que rivaliser avec Demetrius Johnson dans le deuxième combat. Ça a été fort. Je voulais quand même lui rendre hommage là-dessus à Cerudo. Ceci dit, vraiment, ce qu'il a montré Demetrius Johnson, c'est dans ce combat-là et puis dans d'autres derrière, la supériorité manifeste, la domination, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est malheureux, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croiront toujours qu'il a dominé une catégorie qui était très faible. Alors que ce n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a notre épisode que vous avez écouté il y a 2 semaines avant l'UFC 309 pour le coup sur John Jones, c'est le débat autour du GOAT. Quand tu revois la liste des mecs, puisqu'on parlait de la qualité des adversaires selon pour JSP, pour Jones, pour un Aldo, la série de DJ à l'UFC, il y a quand même des noms. Waouh. Il y a des sacrés combattants en face et il les a fait passer, ce qu'on disait quand même,
pas pour des amateurs, je vais pas être méchant, mais il a montré qu'il avait une supériorité claire et nette. Ouais, bien sûr. Ouais, et puis en plus, il a su le faire de différentes manières. Je pense par exemple au combat contre José Benavidez, où il le met KO. Et on aura toujours l'impression avant ce combat-là que Demetrius, ce sera compliqué pour lui de vraiment descendre un adversaire, tu vois, qui gagnera toujours comme ça, en utilisant sa vitesse, en mixant avec la lutte, le grappe, etc. Et là, non, en fait, il a décidé de rester devant Benavidez, qui était connu pourtant pour être un bon boxeur, et il le met KO comme ça, en utilisant vraiment la puissance. Donc encore une fois, le bon choix des armes, la préparation adéquate, et dominer des adversaires comme cela, avoir deux guerres contre Ian McCall, qui était un excellent combattant. Match nul le premier, puis il gagne le deuxième. C'était la demi-finale du tournoi inaugural. Voilà, c'est ça. Et là où il arrive enfin dans sa catégorie de poids, le fait que dans la catégorie du dessus, il a posé des problèmes à des gars comme Dominic Cruz, alors que c'est pas sa catégorie de base à Johnson, c'est vraiment super impressionnant. Ouais, non, c'est un mec quand même à part. Et il a sorti des choses. On va en reparler parce qu'on va désigner notre meilleur moment de DJ un peu plus tard dans cette émission. Il y a cette ultra célèbre clé de bras armbar après une souplesse sur Reborg, c'est en 2017, élu soumission de l'année par absolument tous les médias MMA et tout ce qui donne des awards de MMA cette année-là en toute logique. Contre Chris Cariaso, tu as aussi cette Kimura qui est en double wristlock. Enfin, c'est un mec qui te sortait des trucs qui sortaient de l'ordinaire, qui est passé aussi pas que par la lutte mais par le catch wrestling qui lui a donné donc notamment cette capacité pour ce souplex armbar, ça va avec ça. C'était un mec, quand t'aimes le combat, Baba, t'avais envie de regarder ces fights à DJ parce qu'il pouvait se passer des trucs que tu voyais pas ailleurs. Bien sûr, en fait, si c'est pas un combattant qui te donne envie de le regarder, je sais pas pourquoi on regarde le MMA, encore une fois. Exactement. Réellement, il y avait tout. Il y a tout le package dans ce combattant, spectaculaire, alors qu'on voulait nous faire croire l'inverse pendant longtemps, on voulait nous faire croire que c'était ennuyant, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Il a des finishes, et des finishes de qualité, même tard dans les combats. Et c'est quelqu'un qui n'arrêtait jamais d'essayer. C'est-à-dire que même s'il avait dominé 4 rounds et demi, il essayait quand même de terminer son adversaire, et on l'a vu, parce qu'il a des soumissions très très tard dans les combats. Donc c'est impressionnant, encore une fois. Contre Horiguchi, c'est marrant, parce qu'il sort du crucifix avant les 10 dernières secondes. Tu l'as gagné ton combat. Tu l'as gagné, l'autre a réussi à sortir du crucifix, ok. T'es pas obligé d'aller le chercher, ce truc, tu vois ce que je veux dire. Il y va. Il voit le bras. Allez, il y a une opportunité, il me reste 10 secondes, j'y vais, et je me m'arrache à fond. Je dois terminer. Et je le fais, quoi. C'est quand même très très fort d'avoir cette capacité à enchaîner, à faire ce que tu voulais. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas noté quand j'ai fait son CV, que j'ai pas noté. Champion du monde en jiu-jitsu brésilien master, donc un truc plutôt vétéran, en brown belt, en ceinture marron, donc c'était pas en ceinture noire non plus. Il a gagné un combat de mixed rules au One. Muay Thai, MMA, contre Rod Tang. Exactement. Il survit au premier round de Muay Thai et il fait très bien même. Voilà, et il met un étranglement arrière sur le deuxième round en MMA. On n'a jamais vu ça presque chez d'autres combattants de MMA. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là où il représente pour moi le MMA vraiment. Il est amoureux des arts martiaux, ce mec-là. Il venait pas juste prendre son chèque et devenir une star. C'est un vrai amoureux du combat. On l'a vu, il y a eu plein d'autres fois comme ça, où on a eu des mixed rules au Japon, principalement, des combats où on faisait un round en pied-point puis un round en MMA, pour voir qui allait prendre le dessus. Jérôme Le Banner, notamment, l'avait fait contre Bob Sapp à l'époque. Et là, on se rend compte que dans le premier round, que Demetrius Johnson, il a bien préparé son combat debout. Certes, il se déplace, ce qui est complètement normal, mais il fuit pas le combat en fait. Il fuit pas, il échange, il trouve des bonnes opportunités, il trouve des occasions. Rotang, il arrive à rien en fait dans le premier round. Et puis moi, ce qui m'impressionne dans le plus, c'est que t'étais étonné toi ? Ouais, bien sûr. Même si Rotang, bon, peut-être un jour on en parlera, il faudra ouvrir le dossier Rotang. Ouais, un jour on le fera. Et on doit faire un épisode sur le One, on l'a dit depuis longtemps, on trouvera un moment. Rotang, sa réputation surpasse très largement ses capacités, notamment à éteindre ses adversaires. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas gagné par KO. Il gagne pas si souvent que ça par KO. Il suffit d'aller regarder, c'est factuel. Donc c'est pas que je pensais pas qu'il pourrait. Moi je pensais qu'il pourrait survivre parce qu'il a suffisamment d'expérience et de qualité de Demetrius Johnson. Mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il a dominé le premier round parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, il a proposé quelque chose de très intéressant. Comme tu dis, il n'a pas passé son temps à fuir et à se dire j'attends le deuxième round dans MMA, quoi. Et encore plus intéressant, c'est que dans le round de MMA, il n'a pas tout de suite plongé dans les jambes. C'est ça qui est encore plus intéressant, c'est qu'il a pris son temps. Patient, il est resté debout. Mais par contre, le changement de mood, c'est là où Rotang, lui, il a commencé à paniquer. Parce que dès que le gong du deuxième retentit, c'est lui qui est contre la cage en train de tourner. Et Johnson, lui, prend son temps, il s'approche, il échange d'abord debout. Rotang, il sait ce qui va arriver, quoi. Ce qui peut arriver, en tout cas. Mais après, quand il y a une opportunité, il l'amène au sol. Et puis là, par contre, il fait parler son expérience. Donc, il n'y a aucun problème. Mais c'est la preuve, encore une fois, que
C'est un combattant de grand talent, c'est un combattant intelligent et qui sait se préparer pour n'importe quel challenge. Et je disais amoureux des sports de combat, on le voit aussi beaucoup. Il a sa chaîne YouTube, il fait différents podcasts aussi, et on le voit beaucoup parler de boxe anglaise. Il parle des combats de boxe anglaise. Il avait mis un pavé dans la mare du monde du combat quand il avait dit que Joshua, s'il l'entraînait pendant 6 mois à défendre la lutte, il massacrerait à peu près les 3/4 du roster UFC. Je me suis fait brûler pour ça, mais je persiste, je suis d'accord avec DJ. Il en faudrait, pas sur l'élite, mais la plupart des poids lourds, un minimum de défense de lutte, ça pourrait faire du dégât. Mais voilà, c'est un vrai amoureux de ça et qu'il a prouvé beaucoup de fois. Avec tout ce qu'on a dit là, Baba, on est clair et net. On sait que toi, j'adore ce concept-là. Tu marches par tiers liste. Il n'y a pas un classement du GOAT, mais des mecs qu'on peut classer parmi les plus grands de l'histoire. Il est clairement dedans. Il n'y a même pas photo. Aucun problème. Meilleur flyweight de l'histoire. Oui. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Oui, c'est pas Cerudo pour moi qui peut lui disputer cet argument. Non, on est d'accord. Qu'est-ce qui fait que ce mec-là n'est quasiment jamais dans la discussion du GOAT? Il n'est quasiment jamais, même chez des spécialistes, tu vois, des émissions avec des mecs qui sont censés, c'est même pas censé, qui connaissent le combat, qui regardent ça depuis 20 ans, et puis t'as tous les autres noms. Et puis le sien, il tombe pas, ou alors souvent, il tombe... Ah ouais, on a oublié DJ aussi, tu vois, il faudrait pas l'oublier, on lui met presque une mention honorable. Qu'est-ce qui fait qu'il ait oublié, ce mec-là? Faut remercier le travail acharné de Dana White et de sa machine promotionnelle qui a refusé justement de promouvoir un tel champion, un tel athlète. Ils ont pas voulu, ils ont tout simplement pas voulu. Ils ont créé la KT, ils se sont dit que c'était une erreur, pour eux ils voulaient pas. Le pire qui pouvait leur arriver, c'est d'avoir un champion aussi dominant, qui donnait l'impression que tous ces combats étaient faciles. Et donc ils ont refusé de le promouvoir comme la machine qu'il était. Ils ont simplement ils ont utilisé des menaces. Après son run, ils ont failli l'arrêter, cette KT, carrément. Et même pendant, ils disaient qu'ils voulaient l'arrêter, que c'était une catégorie inutile, qu'il faisait pas ce qu'il fallait pour se vendre en tant que champion. Newsflash, un combattant, il combat. Un promoteur, il promeut. Oui, tout à fait. C'est à lui de faire le boulot pour ça. Allez voir la définition de promotion. Alors, il n'y a pas de problème, on est en 2024 et il y a les combattants aujourd'hui où on leur part du travail à faire. J'ai aucun problème pour ça. Mais leur part dans ce travail-là, c'est pas 100% et c'est pas 90% non plus. C'est aux promoteurs, surtout avec la machine que l'UFC est. C'était à eux de faire le travail. Ils peuvent le faire avec n'importe qui. Mais alors, où tu mets la jauge? Tu vas voir où je vais, parce que c'est pour ça que je posais cette question, c'est pour introduire cette partie-là de notre émission sur DJ. Pas assez marketable ou pas assez marketé? À quel point tu mets les jauges? Est-ce que lui aussi manquait un peu, tu vois, il faut de charisme, de côté même au micro, de trucs qui fait qu'ils sortent de l'ordinaire? Moi, je suis d'accord avec toi que l'UFC l'a pas du tout assez marketé. Enfin, ils ont pas fait l'effort, ils aimaient pas cette KT, ils aimaient pas ce champion et ils ont rien fait pour. Mais à quel point lui peut aussi avoir sa part de responsabilité là-dedans? Je pense qu'il a il a quand même une petite part de responsabilité. C'est vrai que après ça c'est malgré lui qu'il n'était pas hyper marketable en tant que champion. Mais bon, ça après c'est dans ta personnalité. Ça l'intéressait pas. Tu sais, je mets un petit parallèle entre DJ. C'est pas du tout les mêmes poids ni les mêmes trucs. Et Bud Crawford en boxe. Ouais, c'est un peu ça. Mec qui aime énorme combattant, qui aime bien venir montrer que c'est le meilleur combattant. Et après, tu les vois disparaître. Le micro, ils s'en foutent. Exactement, des athlètes. Ce sont des athlètes purs et durs et leur construction familiale, sociale fait probablement beaucoup pour ça. Après, t'as d'autres mecs, t'as d'autres combattants qui ont eu aussi des parcours similaires ou des environnements similaires, mais qu'une fois qu'ils arrivaient au micro, c'était quelque chose. Je pense à un même comme Khabib. Quand il est dans sa montagne, il est dans sa montagne. Mais quand il prenait le micro, par contre, il faisait en sorte que tu as envie de le regarder combattre. Khabib, je dis toujours, c'est le mec qui a démocratisé l'aspect du MMA que personne ne voulait voir de base. À la base, personne n'aime les grappleurs heavy, sauf que lui, il est arrivé avec ce qu'il a fait. Les gens ils ont dit finalement j'aime bien maintenant, les Dagestani c'est devenu toute une... c'est vrai, marrant, il a ouvert un pan de ce sport incroyable. Avant ça on n'aimait pas, on parlait de lay and pray et compagnie. Il est bien sûr qu'il a une petite part de responsabilité, il le disait lui-même, dès qu'il terminait les combats, la seule chose qu'il voulait faire c'est rentrer chez lui, jouer à la Xbox et rien faire. Il a ce côté, on l'a pas dit encore, c'est un vrai geek, c'est un streamer de jeux vidéo, voilà, c'est comme tu dis, ce qu'il aime c'est rentrer chez lui, on allume la console ou l'ordi et c'est parti. Mais il y a une différence entre pas faire certaines choses pour se marketer un peu plus et que l'UFC, eux, dans leur coin, ils sont en train d'essayer de faire quelque chose mais que toi tu suis pas. Et lui, c'est ok, je suis dans mon coin, j'aime pas trop faire ça. Et de l'autre côté, à chaque opportunité, à chaque fois que l'autre il est en conférence de presse, Dana White avec un micro, c'est pour le descendre. Ouais, t'as raison. Systématiquement. T'as raison, c'est dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que lui n'avait
pas non plus fait tout le boulot possible pour se faire marketer, mais quel boulot t'as envie de faire quand en face ton non, propre patron, alors que t'es champion dominant, te fracasse en conf de presse, te met jamais en avant quasiment sur les cartes, fait pas de machine promotionnelle autour de toi, dans les countdowns, dans les pay-per-view où ils étaient en co-main event, t'avais 30 minutes pour le main event, 5 minutes de Demetrius Johnson au fait du combat. C'est marrant parce que en reprenant l'émission, j'ai revu bien toute la carrière. En fait, tu vois qu'ils ont tenté à un moment l'UFC. Il y a une sorte de tentative, Baba. C'est-à-dire quand il prend sa ceinture, il fait que des main events de Fight Nights, donc pas les pay-per-view, ou des co-main events de pay-per-view. D'ailleurs, le Cruise DJ pour le titre Bantam, c'est un UFC live, donc c'est une sorte de Fight Night. C'est une dinguerie parce que c'est un combat de pay-per-view. C'est vu la qualité des deux mecs. C'est clair. Voilà, c'est ce qu'ils pensaient des petites KT aussi à l'époque. Donc il y a tout ce début de règne où il est comme ça. Et puis là, tu as un enchaînement de 4 combats, 4 pay-per-view. UFC 174 contre Bagotinov, qui sera d'ailleurs positif à l'EPO, après ce combat-là. Cariaso à l'UFC 178, Horiguchi au 186, Dodson 2 au 191. 4 combats de suite où ils le mettent en main event de pay-per-view avec des pay-per-view à son nom. Il n'y en a pas un qui dépasse 205 000 en vente. Non. C'est-à-dire que c'est parmi les pires pay-per-view de cette époque-là pour l'UFC. C'est vrai. Mais donc tu vois, mais en fait, ce que j'allais dire par là, c'est qu'ils ont essayé dans la forme, pas dans le fond. Voilà, en fait, ils ont fait semblant d'essayer pour moi. Allez, on va te mettre sur des trucs. En plus, souvent, il est mal accompagné sur les cartes. C'est ce que j'allais rien dire. pour vendre autour. Il y a qui avec, en fait. On a essayé. On te met dans une situation un peu galère. Tu vends pas. On a notre preuve. Voilà. Que que tu vends pas. Et derrière, puisque derrière ces 4 pay-per-view, c'est plus que des co-main event ou main event de Fight Night. Donc, tu vois ce que je t'introduis ça dans le sens, c'est un faux essai. T'as essayé sans vraiment. T'as essayé pour qu'on te critique pas au point de dire vous l'avez jamais mis en main event d'un pay-per-view parce que ça aurait été abusé après 11 défenses de titre, tu vois. Non, ça aurait été donc compliqué. Tu l'as fait pour la forme, mais t'as jamais vraiment fait l'effort. Non, c'est pas vrai, c'est pas un réel effort promotionnel. En plus, il faut comprendre qu'ils étaient en fabrique de stars. Et il y avait un certain manque, il n'y en avait pas assez. Donc de toute façon, t'avais besoin d'headliners pour tes pay-per-view. Il faut aussi le dire. Parce que t'avais tes stars qui ne pouvaient pas combattre tous les mois. C'est comme ça. Donc t'as besoin d'autres champions qui puissent faire des pay-per-view, qui puissent faire au moins avoir un headliner pour ton main event. Donc c'est comme ça, on l'a mis. Par contre, on ne l'accompagnait pas avec des co-main events significatifs, quelque chose d'assez intéressant, d'assez important pour pouvoir vendre. On lui met toute la carte sur les épaules sans faire le travail autour. Promotionnel derrière, avoir du documentaire, avoir quelque chose, avoir poussé sur les réseaux sociaux un combattant qui est exceptionnel comme ça. Si tu fais pas et puis après tu t'attends à ce que les gens ils achètent, ça va pas le faire. Ça peut pas le faire en fait. Le pay-per-view, c'est pas juste j'ai mis une ligne sur ma télé, il faut que tu cliques sur ta télécommande. Il faut le vendre aux personnes, il faut voilà. Mais c'est machiavélique de te mettre dans une situation comme ça où on t'a pas promu. On te met sur une carte où il y a rien d'autre. Tu fais un four en vente. Et derrière, on dit, mais on a la preuve que tu vends pas. Voilà, c'est ce qu'il faisait. C'est terrible. C'est littéralement ce qu'il faisait. Il arrive en conférence de presse, il dit, mais vous voyez, parce que les médias, à cette époque-là, les médias en tout cas principalement américains, MMA, à cette époque-là, ils faisaient encore un peu un travail de contradiction. Et à cette époque, il le disait dans la conférence de presse, même on comprend pas, pourquoi vous le poussez pas plus, votre champion, etc. Et lui, il était là, mais on fait ce qu'on peut, vous comprenez, il vend rien. Ouais, mais il vend rien, bon. Tu l'aides pas. En tout cas, tu l'aides pas. Vous l'aidez pas du tout. Et puis aussi, il faut quand on prend l'UFC dans sa globalité, quand on sort des grosses stars qu'ils ont eues, oui, il n'y a pas de vendeurs. Il n'y a pas de vendeurs. Ouais, oui, on est d'accord. Il n'y a pas de juste milieu en fait. Il y a eu des très gros vendeurs, 4, 5. Ensuite, il n'y a que des mecs qui vendent pas. Et c'est 4-5, pas plus, en vrai. C'est tout. Oui. C'est pas, donc il ne faut pas non plus faire comme si on a eu des vingtaines de combattants qui vendaient plus de 500 000 pay-per-view. Ça n'existe pas. Donc il n'y a pas eu les efforts qui ont été faits. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour, à un moment, je ne comprends pas d'ailleurs la posture, mais diminuer ce qu'il faisait. On ne sait pas tout ce qui s'est passé en coulisses. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en coulisses que Demetrius a souvent évoquées sur le manque de respect à son égard. Sous-entendu, si tu lisais un peu entre les lignes, il y avait, tu sentais qu'il l'avait très mal vécu. Il a fallu qu'il réclame, tu te rends compte, Alès, qu'il a fallu qu'il réclame ses ceintures qu'il avait gagnées. Avant ça, il avait la même ceinture, on lui a donné une ceinture et il se baladait avec. Parce que sachez, pour ceux qui ne savent pas, que normalement, à chaque fois qu'un champion gagne, on lui donne une nouvelle ceinture qu'il peut avoir chez lui. Et ça fait toujours bien pour la photo. Oui. Et d'ailleurs, lui, une fois qu'il les avait toutes récupérées, cette photo avec les 11, elle est quand même un peu classe. Je pense que vous avez tous vu cette photo où il est torse nu avec ses 11 ceintures, il y en a qui sont par terre, il y en a qui sont sur lui. Et ben en fait, il a dû faire une demande parce qu'avant ça, je sais plus c'est quelle star, je crois que c'est Ronda Rousey, qui avait élu le droit d'avoir toutes les ceintures qu'elle avait gagnées. Et là, il dit attendez, je comprends pas. Donc elle a le droit d'avoir toutes les ceintures. Moi, non. Plusieurs fois, j'ai pas le droit. Et là, ils ont dit ah non, mais c'est une erreur. Tiens, c'est bon, vas-y, tes ceintures elles sont. Non, mais en fait, quand tu reprends tous les petits trucs, tu comprends quoi. Il y a vraiment eu un mouvement
pour l'empêcher en tout cas pour le minimiser au maximum son côté possible star. C'est global, c'est un truc global pour les flyweight. Ouais, Ça dépasse DJ. Moi, je pense que ça dépasse DJ. Bien sûr, parce que ça s'est passé après derrière. Il mettait pas non plus des masses Cerudo en avant par rapport à ce qu'il avait accompli. Cerudo, à un moment, double champion olympique, pas mis en avant du tout. Aujourd'hui, vous avez vu un épisode au moment où on l'enregistre, il n'a pas encore été diffusé, mais il sera diffusé au moment où vous entendrez ça sur les classements UFC. Aujourd'hui, je le disais à un moment dans cette émission-là, Alex Pantoja. Et on sait que l'UFC maîtrise ses classements aujourd'hui, donc ils ont la main sur ces choses-là. Alex Pantoja, il n'est même pas dans le top 10. Ouais, c'est incroyable, c'est un champion. C'est incroyable. Déjà, c'est un champion qui devrait automatiquement être dans le top 10 quasiment. Et vu la qualité du combattant que c'est une dinguerie. J'ai pas bien pu revérifier parce qu'il faudrait reprendre tous les classements. Mais de mémoire comme ça, DJ, il a jamais été super haut dans leur point de forme. Non, pas très haut. Il a fallu une grosse campagne pour y parvenir. Exactement. Vraiment, c'est nous qui avons tu vois, poussé, il n'y avait pas cette notion, comme il n'y a pas avec Pantoja, de te dire un mec, parce qu'à un moment, c'est du marketing leur classement, on l'a dit aussi. Donc, de pouvoir arriver dans un pay-per-view et de dire, les mecs, c'est un des 5 meilleurs combattants de la planète que vous avez devant les yeux et il ne faut pas rater ses combats parce que c'est une dinguerie ce qu'il fait. Il n'y a pas eu cette volonté, jamais, même par ce petit détail du classement. Non, c'est très dommage, c'est très dommage. Et tu vois, on se retrouve encore une fois à formuler des critiques et peut-être qu'on va nous dire qu'il y a une détestation de l'UFC ou pas du tout. Sinon, pas du tout. Pas là, exactement. Si on ferait pas ce métier. Non. C'est pas le problème, mais simplement force est de constater. Bien aimé, c'est aussi critiqué parfois. Force est de constater que malheureusement, il y a eu un problème avec cette catégorie-là, parce que Cerudo, avant qu'il batte Demetrius Johnson, c'est un combattant humble. En fait, il vient avec sa médaille olympique. Il commence un nouveau sport et il le dit tout de suite, j'ai envie d'aller au plus haut possible, il y a un champion qui est super fort, c'est mon objectif, je vais essayer de l'atteindre, j'ai échoué une première fois, je vais continuer à travailler, il l'a poussé à devenir le combattant qu'il est devenu derrière, et un superbe combattant d'ailleurs, Henry Cerudo au passage, c'est vraiment un super combattant. Après ça, l'UFC lui a dit, c'est cool, mais c'est pas suffisant. Et il a été obligé de créer une personnalité. Le personnalité cringe. Triple C, je sais pas quoi, faire des trucs avec des ballons gonflables, enfin des dinosaures, je sais même plus ce qu'il a fait en conférence de presse. Pour exister. Et en plus, c'est marrant, mais d'ailleurs, Dana White. Ce que fait pas du tout Pantoja en ce moment, non, par exemple. Et il a fait avec Demetrius Johnson, où à l'époque, il lui avait aussi dit non, mais si tu veux vraiment être une star, il faut que tu montes de KT, que tu as challengé, c'était Dominic Cruz ou quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'ils ont laissé entendre à Cerudo derrière. Tu veux vraiment être légitime, monte tout de suite. Ce que lui a été faire parce qu'il avait cette volonté-là. Voilà. Moi, j'adore ce qu'a fait DJ en vrai. C'est un champion. C'est ça. Le champion des flyweight. Tu vois, le plus grand champion des flyweight et sans aucune discussion, c'est Demetrius Johnson. Le mec a défendu en soi sa ceinture. Il a lavé les 125, donc les moins de 57 mondiaux. T'as fait le tour et pour moi, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau, c'est un champion. À la base, quand tu veux devenir champion dans ton sport, dans ta catégorie, le but, c'est d'arriver au sommet de la montagne et prendre tous les mecs qui arrivent et les repousser un par un. Et c'est ce qu'il a fait. Et moi, je trouve ça très beau. Mais malheureusement, l'UFC n'a pas voulu, encore une fois, valoriser cet exploit. Et preuve en est, c'est la fin de carrière à l'UFC de Demetrius Johnson. On va y venir justement juste là. Mais tu vois, c'est symbolique de trucs où la façon dont tu as été mis en avant, promu, et la façon dont toi aussi, puisqu'on le dit aussi, il est en partie responsable, dont tu es aussi capable toi-même de te promouvoir, ça change tellement la vision qu'ont des gens. Conor, il a des ceintures dans 2 catégories. Il a 0 défense. C'est tellement plus impressionnant d'avoir 11 défenses dans une catégorie. Bien sûr. Tellement plus. Mais la durée. Malgré, on peut dire ce qu'on veut sur la performance contre Alvarez, qui était fabuleuse, j'étais dans la salle. Faire 11 défenses de suite, c'est beaucoup plus fort que d'aller chercher 2 ceintures comme ça. C'est beaucoup plus dur, c'est une pression monstrueuse. Georges Saint-Pierre, il prend sa retraite la première fois parce qu'il dit « ça y est, je n'en peux plus de la pression ». Ça fait des années que je suis champion, ça fait des années que je défends. Je suis arrivé à saturation mentale, en fin de compte. La pression, elle est forte. Adesanya en a parlé à la fin de son règne. C'est très difficile, je vais arrêter. Et je suis persuadé qu'aussi que John Jones l'a vécu. En fin de carrière, en fin de règne. En fin de light heavyweight. Voilà, les 2 combats qu'il fait, c'est plus compliqué. Le fait qu'il prenne une grosse pause, moi je pense que ça a dû jouer aussi sur son mental. À un moment, c'est difficile. Bien sûr. Je pense aussi. À un moment, c'est difficile. Marvin Hagler en a parlé aussi, par exemple. C'est pour ça d'ailleurs que Jones, j'aurais presque compris qu'il monte beaucoup plus haut chez les lourds pour se sortir un peu de ça et aller se mettre un nouveau défi. C'est pas son choix, mais voilà. Autre chose. Mais donc, ça existe, c'est réel. C'est difficile. C'est pour ça que ça n'a pas beaucoup été fait dans l'histoire. T'as raison de citer Hagler parce que les grands champions de boxe qui règnent longtemps, souvent en parlent aussi. Ils disent
remotiver parfois, surtout quand tu as fait des gros combats. Eh ben, fight un peu plus tune-up, où tu dois quand même défendre tes ceintures dans quelques champions. Et c'est pas toujours facile quand même. Sûr. On finit parce que tu as raison, on était à lancer ce truc-là, mais c'est symbolique de la façon dont on l'a traité. Ouais. Donc Demetrius Johnson, il est échangé. Je crois que c'était la première fois qu'on voyait à aussi haut niveau, en tout cas, un échange comme peut y avoir dans le foot parfois ou des choses. En MMA, entre deux organisations concurrentes qui n'ont jamais fait de carte ensemble. Donc tu vois, il n'y a pas un business commun très développé. Donc contre Ben Askren, qui est l'ancien champion welter du One Championship, c'était en octobre 2018 l'échange officiel. Puis Demetrius commence au One en mars 2019 et Ben Askren commence aussi début 2019 à l'UFC. C'est incroyable d'échanger de Demetrius Johnson contre Ben Askren. Alors, tout de suite, disclaimer, parce que quand j'ai déjà parlé de ça sur les réseaux sociaux, et les mecs me disaient « Mais comment tu peux dire ça ? Ben Askren, il a créé Masvidal en prenant ce coup de genou en 5 secondes. » Quand l'UFC échange les deux, vous pensez qu'il voilà, il n'y a personne qui a une boule de cristal pour savoir que Ben Askren va se faire éteindre en 5 secondes par Masvidal et créer une superstar. Exactement. ou alors, ça veut dire qu'on a un gros problème avec l'UFC si c'était prévu avant. Clair, on a un énorme problème. Non, mais c'est facile de dire ça. Voilà, tu peux pas. C'est pas la conséquence aussi miraculeuse qu'elle ait été qui peut juger la qualité de l'échange. C'est un scandale d'échanger Demetrius Johnson contre Ben Askren Baba en termes de qualité des combats. Bien sûr que oui. Maintenant, ce qui s'est passé derrière, tant mieux pour l'UFC qui a pu capitaliser. Mais ils ont attention, ils ont capitalisé 1 an. Pile poil, hein. C'est 1 an. Masvidal Ben Askren devient une star. Derrière, BMF, voilà. Et Ousmane, ensuite, Ousmane le ramène à la réalité. Ouais. Pardon, il le ramène à la réalité. Et pourtant, j'aime bien Masvidal. Mais tout ça dure 1 an. Ouais. Et après, c'est terminé, basta. Donc sur la durée, derrière, je ne sais pas si tu as réellement gagné. Tu as capitalisé sur 1 an, certes, tu as dû faire pas mal de dollars, mais c'est sur 1 an seulement. Ça, c'est la première chose. Et encore une fois, c'est pas les conséquences qui sont en discussion là-dedans, c'est le fait d'avoir échangé un de tes meilleurs champions, un de tes plus grands champions, contre un combattant qu'on savait tous, si on suivait le MMA, on savait qu'il n'existait pas dans le top 10 de l'UFC. On le savait tous. Non seulement il n'existait pas, je suis d'accord avec toi, mais c'est un mec qui était en bif avec l'UFC. Oui. Et avec Dana White, très précisément. Il y avait des échanges publiquement, retrouvez ça si vous voulez, assez violents. On s'envoyait des... Et en fin de carrière. Donc tu préfères te débarrasser de DJ, c'est 11 défenses, c'est le champion qu'il est, pour ramener ce mec-là, sans certitude de ce qu'il va faire, ni machin. Si t'es un minimum, comme tu dis, connaisseur du sport, Ben Askren, il n'allait pas devenir champion à l'UFC. C'est clair. C'est une dinguerie. Franchement, je ne peux pas. C'est une dinguerie. Il faut comprendre que toutes les planètes possibles se sont alignées. On est sur le plus grand marabout de l'histoire pour Dana White. Je sais pas, parce que son combat contre Robbie Lawler, qui est son premier combat à Ben Askren, avec le finish, il se fait tabasser. Déjà, il aurait pu être arrêté. L'arbitre l'arrête pas. Bon, ok. Ensuite, il a sur un bulldog choke Robbie. Robbie ne tape jamais. Non. Robbie apparemment n'est pas en danger. C'est Herbin, je crois. C'est Herbin qui pense qu'il est en danger, donc il arrête le combat. Herbin tout de suite, Robbie lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Dit, ah putain, excuse-moi, je pensais que quand même Herbin dans la cage même dit tout de suite ah ouais j'ai merdé. Je dis my bad, je pensais, tu vois. Donc on n'est pas passé loin de et on n'en parle même plus. Bref, ça s'est passé comme ça s'est passé, donc c'est comme ça. Mais non, mais en fait, tu peux pas me expliquer parce que derrière il y a eu Masvidal que c'était une bonne idée. En vrai, le coup de chance, c'est inouï. L'enchaînement de chance, il est incroyable. C'est inouï. S'il n'y a pas ce finish contre Lawler et que Lawler gagne ce combat, par exemple, peut-être qu'il prend pas Masvidal derrière, donc il n'y a pas ce coup, et donc Masvidal ne devient pas une star. C'est un enchaînement, comme tu dis. Là, ils ont été touchés par la grâce par cet échange-là, mais il n'y avait pas de boule de cristal. Tu ne pouvais pas savoir qu'ils allaient faire ça. Tout ça. Et c'est même, je vais te dire, c'est un manque de respect. Ouais, moi, je suis DJ à cette époque-là. Alors, je sais que DJ à cette époque-là disait je vais découvrir de nouvelles choses. Oui. C'est un mec, même humainement, on sent qu'il aime bien découvrir des choses, qu'il est ouvert d'esprit, intelligent. Je pense que c'est un mec qui a adoré aller au One en Asie, aller se frotter à autre chose et voir autre chose. Mais bordel, c'est un manque de respect. Je suis désolé pour le mot là que je viens de dire, mais c'est un manque de respect incroyable. Bien sûr, l'UFC a montré son manque de respect en faisant ça. Maintenant, pour expliquer aussi un petit peu et rentrer un peu plus dans le détail, et pour comprendre comment ça a pu se matérialiser, ce trade, je pense pas que c'est juste une idée qui sort comme ça d'un chapeau. Le coach de Demetrius Johnson, c'est Matt Hume, qui est aussi un ancien coach de Georges Saint-Pierre, entre autres, et qui est un exécutif au One, qui a un poste élevé au One, de matchmaker, entre autres, et de vice-président. Ce qui fait que ça a été rendu possible assez facilement. Moi, je serais pas surpris que Matt Hume, ils disent de toute façon là-bas, ils te respectent pas du tout. En plus, tu viens de perdre ta ceinture, il va te faire les montagnes russes juste pour avoir ta revanche. Alors que là-bas, il y a une opportunité de gagner plus d'argent, de concourir à un nouveau marché, d'être un peu la star américaine du One. Va là-bas, et puis voilà. C'est grâce à lui,
pas grâce à lui, mais c'est avec lui quand il y était que le One est parti aux Ah, changer de États-Unis aussi, dimension, a commencé à faire des events là-bas parce que tu avais enfin un nom qui permettait d'aller là-bas avec quelqu'un de reconnaissable pour le public MMA. Ils ont changé de dimension à partir de là. Il y a aussi Rich Franklin hein, qui est au One. Pour le coup, je trouve que la stratégie du One était bonne là-dessus, de Bien sûr. prendre DJ. C'était un bon mec à prendre, surtout au One où les petites catégories sont Voilà, assez il y a beaucoup respectées. de petites catégories. Donc au One, c'était un move 100% gagnant pour eux. C'est un move 100% gagnant pour le One. Ils l'ont montré derrière. Ça les a fait changer de dimension. Ça leur a fait. Ça a mis des yeux sur l'organisation parce qu'il y a des gens qui voulaient regarder Demetrius Johnson tout simplement et ça leur a permis de grandir. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est bien, c'est cool que Masvidal derrière il ait pu mettre KO Ben Askren et que ça a pu créer c'est ça pendant un an. Mais voilà, c'est jamais, c'est pas un bon. Je te jure, je voulais en parler parce que quand je lisais les arguments à l'époque, je disais mais c'est pas possible d'avoir ça comme argument. C'est pas un bon argument. C'est une conséquence chanceuse du truc. Mais c'est pas. C'est cool, c'est une bonne conséquence pour l'UFC, tant mieux pour eux, ça a pu créer un truc et même pour nous en tant que fans, ça nous a permis de bien rigoler. Parce que moi j'ai bien rigolé. Et puis ça a permis de voir un des plus beaux KO de l'histoire au One. Oui. Mais on va en reparler dans les meilleurs moments de DJ et aussi. puis un des combats les plus marrants derrière, parce que le combat derrière Masvidal, il est très drôle. Hein. Le combat de Masvidal, c'est contre qui déjà je sais plus. Le troisième où il tente son back fist improbable. Ça me sort de la tête. Mais pour le coup, c'est dingue comme Askren était. La version qu'on a eue, en tout cas à l'UFC, était loin de ce que certains en pensaient à une époque. Pour nous expliquer que c'était Khabib en pire. Ah oui, exactement. Mais c'est exactement ça. Ah ouais, Khabib version US et qui va encore plus te malaxer. Doucement. Ou j'aurais Khabib contre Askren, ça aurait quand même fait mal. Le DJ, pour rester là-dessus, pour rester sur cette idée, vivons dans un monde, tu me connais avec mes scénarios, où il n'a jamais été échangé. Ouais. Déjà, je pense, comme tu dis, je pense que l'UFC l'aurait fait galérer parce qu'il ne l'aimait pas. Mais c'était inéluctable d'avoir la trilogie contre Cerudo. Il avait gagné le premier, Cerudo avait gagné le deuxième, et il y a même discussion sur le deuxième, mais c'était inéluctable d'avoir cette trilogie. Ça aurait dû être immédiat. C'est pas ce qui se serait passé. Elle aurait dû être immédiate, et pour le coup, ça aurait dû être un main event de pay-per-view parce que c'est le genre de combat qui méritait pour l'histoire entre les deux et la qualité des gars. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu le règne de Cerudo qui monte de KT, qui rend la ceinture vacante, et derrière, on a eu 3 champions depuis Cerudo, Deiveson Figueiredo, Brandon Moreno, Alex Pantoja. Ouais. On aurait aimé voir DJ contre ces mecs-là. Oui, c'est des mecs qui auraient pu lui et ça aurait donné quoi pour toi Je pense qu'il y a 2-3 qui auraient pu lui poser des problèmes dans cette liste-là. C'est des mecs qui auraient pu lui poser problème parce que c'est des mecs très talentueux qui ont beaucoup travaillé parce que ces mecs-là, encore une fois, ils avaient en ligne de mire un combattant exceptionnel. Ils avaient un combattant exceptionnel en haut. Ça aide à élever le niveau global d'une KT en fait. Tu te dis que si d'aventure, c'est comme ce qui se passe en ce moment en featherweight. Tu te dis que pour arriver à Topuria, je dois passer Volkanovski, je dois passer Holloway, je dois passer Diego Lopez, Waouh. Franchement, c'est compliqué, tu vois. Mais ça te force à l'entraînement. Je pense qu'il y a des mecs là qui s'entraînent comme des tarés parce que tu sais que tu peux pas te reposer. Tu peux pas. Et je pense que c'était la même chose pour eux et ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. Et ça a donné des belles rivalités parce que la catégorie est encore vivante. Et si elle est encore vivante, c'est parce que Demetrius Johnson, puis derrière Henry Cejudo, ont fait le travail. Et ils ont monté le niveau à un point où on a pu avoir des challengers derrière qui ont été, qui sont très très forts. Donc ça aurait été des combats très intéressants. Figgy, le meilleur Figgy qu'on ait vu. Contre Johnson, j'aurais bien aimé voir ça. Ça aurait été un beau combat. Voilà, vraiment. Il apporte des qualités différentes. Le monde où Cerudo reste et Johnson est resté, avec la liste que je t'ai donnée là, c'est une sacrée KT les moins de 57. Ça aurait été une super pendant catégorie. Quelques années là. Il aurait fallu attendre un an. Ouais, c'est ça le pire. Il y a une frustration presque. Vous l'avez échangé à 2-3. C'est là où ils arrivaient tous ces mecs-là. Pas grand chose. Ils arrivaient tous à ce moment-là, ces mecs-là. Je pense qu'il y a un de ces mecs-là qui le prenait, ils réussissent à gagner et puis ça te crée une bonne catégorie pour 3-4 ans. Ah ouais, il y avait vraiment du monde et il y a encore du monde derrière dans cette KT. Donc il y avait des grandes choses à faire. Il y a presque une frustration parce qu'on n'était pas loin d'avoir tout ça. On finit, j'en ai parlé déjà, le meilleur souvenir de DJ sur un finish. Après, je te demanderai si tu as une prestation qui sort globale, qui sort plus du lot. Mais sur un finish, je t'en propose 3. Parce que c'est 3 historiques chez lui. L'armbar après la souplesse contre Reborg, dont je t'ai parlé en 2017. Donc allez voir ça. Vous tapez souplex armbar sur YouTube. Ça va tomber tout de suite. Et vous allez même... Si vous l'avez jamais vu, vous allez la repasser 2-3 fois pour bien comprendre ce qu'il fait et ce qui se passe. Incroyable. Faire une souplesse à un mec et pendant qu'il est en l'air, sauter pour aller chercher le bras et aller chercher la clé de bras. C'est un truc de malade. En l'air, hein. Il attend pas qu'il soit par terre. Le deuxième, c'est contre Moraes One. Le flying knee contre la cage. Il est en train de reculer, le Brésilien, il a perdu l'équilibre, il recule et le coup de genou sautait exactement au bon moment pour qu'il tape sa tête contre la cage. Enfin, derrière, il s'en va, il rajoute même pas un coup parce qu'il sait que c'est terminé. Beauté absolue, c'était en 2022. Et j'ai Horiguchi
Donc on en parlait tout à l'heure, où il le finit sur une clé de bras, un armbar après un crucifix duquel est sorti Horiguchi. C'est surtout parce que c'est la dernière seconde. À 4,59 du round 5, donc elle est extraordinaire parce que tu t'attends pas à ce qu'il réussisse à finir avec une seconde qui reste. C'est quoi ton préféré des trois? Si t'en as un autre, tu me dis. Hein. Ah ouais, non, c'est le KO au coup de genou sauté. L'homme de pied-point et de Muay Thai a parlé. Si vous me connaissez, vous savez, non, le KO est exceptionnel. Le timing, comme tu l'as dit, est exceptionnel d'arriver à placer ce genou pile au bon moment. Mais en plus, il y a la combinaison juste avant où il arrive vraiment il fait reculer Adriano comme ça parce qu'il le feinte, il remonte avec une droite qui le touche. Et en fait, il y a 2-3 secondes où il recule comme ça contre la cage parce qu'il est touché. Il titube en reculant en ligne contre la cage. Et là, beaucoup de combattants auraient envoyé plein de coups. En fait, c'est ça qui est extraordinaire sur ce KO. Lui, il attend. Il attend. Il se dit, je vais avoir une opportunité. J'attends. 1, 2, 3. Ah, c'est là. Boum. C'est tellement un move de combattant exceptionnel, tu vois, de combattant d'élite. C'est ce que tu l'as dit, mais 99,9% des gens. En MMA et dans d'autres sports de combat, se seraient jetés sur le. On aurait blitzé. Il est en train, il est perdu, j'ai plus qu'à en mettre un ou deux et je vais le coucher. J'attends. Il attend. C'est maintenant. Il faut envoyer le genou. C'est superbe, il feinte, il envoie à droite, il attend, il envoie le genou sauter. Techniquement parlant, c'est magnifique. Et en plus, pour l'histoire, c'est beau parce que son combat d'avant, il se fait finir sur un genou au sol, Demetrius Johnson, donc il arrive à prendre sa revanche en gagnant lui-même par KO sur un coup de genou. Donc des fois, le MMA, il y a souvent des mauvaises histoires au MMA. Et là, il y a aussi des belles histoires. Et là, c'est une histoire d'un film, quoi, vraiment. Alors pour moi, il n'y a pas photo. C'est cool, on n'a pas le même, mais c'est la souplex armbar. C'est juste, je te dis, c'est incroyable. Le faire en l'air, c'est un truc de fou. Avoir même y penser déjà, rien qu'il pensait déjà. C'est-à-dire que au moment où tu lances la souplesse, de se dire bon bah je vais enchaîner sur ça, puisque ça veut dire il l'a bien en tête, hein, il le fait pas. Il le fait. C'est pas une réaction comme ça parce qu'il voit un bras traîner. Il sait ce qu'il va faire, il le réalise parfaitement. T'es quand même à l'UFC, tu défends ta ceinture, donc c'est des combattants de très très haut niveau en face. T'es pas au sparring du coin avec un mec qui vient de commencer le MMA, Baba. Ouais, c'est beau. Et tu lui cales ça. C'est beau, c'est superbe. C'est de l'art, franchement. Enfin là, c'est le MMA érigé au rang d'art, quoi. Non, c'est magnifique. Ça a choqué tout le monde à l'époque. Ça a tourné en boucle. Je crois que ça avait fait le Sport Center d'ESPN. C'est beaucoup de gens la mettent très haut dans une des plus grandes soumissions de l'histoire du MMA. Et à juste titre, parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Je sais pas si quelqu'un va le retenter. Mais il savait pertinemment ce qu'il allait faire. C'est quoi, je te jure, je pense que personne. Ça va être très très rare de voir quelqu'un le retenter parce que même le mec qui veut le retenter, il sait. Il aura en tête, il sait que DJ l'a placé. Et que si lui il fait un truc un peu à la con, il va passer, tu vois. Parce que pour imiter ça, faut être chaud, quoi. Mais moi, je me souviens, Baba, pour le coup, quand je l'avais vu, je me souviens m'être dit, mais très clairement. Mais attends, il y a un autre mec dans ce roster UFC qui est capable de faire ça. Ah, je crois pas. Et je pensais pas. J'ai le souvenir de l'époque de m'être dit, je trouve pas un nom. Ou j'ai la certitude que techniquement le mec est capable de faire ce qu'il vient de faire. Ouais, c'est très très fort. C'est très très fort. À la fois ce qu'il faut en termes de skills en lutte, en grappling et de comprendre le timing, à quel moment tu vas devoir jeter ta jambe, etc. Enfin, c'est un truc de fou. Le timing, face à un corps qui bouge. Je sais que tous les grappleurs là qui nous écoutent, ils savent que c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Le timing, c'est incroyable. Face à un corps qui bouge, que tu es en train de faire bouger toi. Et prestation globale, est-ce que tu as plutôt quelque chose? Tu l'as noté tout à l'heure, moi j'avais noté Cerudo. Ouais, moi c'est ça, c'est son combat. Pour aussi, parce que c'est Cerudo en face, même si c'est pas encore le Cerudo double champ, mais voilà, c'est un mec champion olympique de lutte, c'est un gros combattant, Henri Cerudo. Et ce que je disais tout à l'heure un peu, il l'éteint pas, mais il est supérieur, quoi. Ouais, il est très supérieur. Non, c'est magnifique. C'est vraiment ce qui fait cette prestation-là est exceptionnelle. Donc non, moi, c'est la prestation qui m'a fait me dire ce combattant, il est top 5 de tous les temps. Ouais, j'avais Dodson aussi. Le 1. Ouais, c'est sûr. Surtout que Dodson lui fait des misères un peu. Exactement, parce qu'il y a un peu aussi c'est plus compétitif. Ouais, donc, il a les armes quand même, pour s'en sortir. Donc, c'est pas simple. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour, Baba, de DJ. T'as un truc à rajouter ou t'es... Non, regardez, si jamais c'est un combattant que vous connaissez pas assez, je pense qu'il y a quasiment tous ces combats sont disponibles assez facilement. On va le répéter, Baba. C'est hyper important ce que tu dis, j'avais pas pensé. Mais un truc qu'on dit très souvent dans l'émission. Entre 60 et 70% des fans de l'UFC et du MMA globalement sont arrivés au moment du Covid. Post-départ de DJ de l'UFC. Donc si tu regardes pas le One faut regarder. et que tu es de cette génération-là de fans,
t'as jamais vu Demetrius Voilà, Johnson c'est ça, combattre. probablement. Ouais. Donc il faut le Donc, regarder. si vous êtes dans ce cas-là, allez mater son run. Prenez le Fight Pass, allez sur YouTube, vous en Voilà, trouvez et tout, plein des il y a combats, tout, même l'UFC en a mis en gratuit. Et voilà, si vous êtes aussi Ça mérite. un étudiant du game, si vous êtes un combattant qui entre dans ce sport, vous avez tellement à apprendre de ce gars-là qu'il faut regarder, il faut étudier ses combats, il faut comprendre, pour comprendre sa place dans l'histoire et mieux comprendre à quel point c'est nuancé, ces histoires de classement, de meilleur de l'histoire, etc. Bah voilà, faut regarder les combats, faut regarder les mecs et vous allez comprendre à quel point. Exactement. Regardez les combats plutôt que d'écouter ce qu'on essaye de vous vendre plus qu'un autre, parfois. C'est aussi important. Et sortez des lignes. Je suis content, Baba. On voulait le faire et on a trouvé le temps pour le faire. Yes. Donc je suis heureux qu'on ait pu rendre hommage, comme il se doit, au retraité Demetrius Johnson, qui, on ne l'oubliera jamais parce que c'est un des plus grands combattants de l'histoire du MMA, tout simplement. Pas que de l'UFC, du MMA globalement. Et bonne retraite à lui. On sait qu'on le reverra dans le combat. Il est trop féru de. Bah, il fait beaucoup de compétitions de jiu-jitsu. Il gagne. D'ailleurs, il est passé en black belt. Donc il est passé en compète black belt. Donc je pense que c'est un mec qu'on n'a pas fini de voir autour de l'aéropage combat, mon Baba. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. On s'approche du 300, Baba, ça va arriver vite. Ciao, ciao mon Baba, à très vite. Ciao. RMC Fighters Club.